Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver et de vous accompagner tout au long de ce dimanche. Bienvenue dans BFM Politique, votre rendez-vous de la mi-journée avec le Parisien aujourd'hui en France et avec BFM Business. Dans un instant, notre invitée c'est Sibeth Ndiaye, elle est secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Alors que la fameuse réforme des retraites sera présentée en Conseil des ministres vendredi, alors que la grève diminue, quasiment disparaît, eh bien la radicalisation du mouvement est présente de plus en plus, y compris ce week-end. On a vu des actes, notamment le théâtre dans lequel se trouvait Emmanuel Macron, avec une tentative d'intrusion de la part de certains militants, une tentative aussi de mettre le feu au restaurant symbolique, la Rotonde, la même, où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire. Face à cette radicalisation, comment s'en sortir? Est-ce la France dans laquelle on vit désormais? Faut-il s'y habituer? Quelle est la réponse du gouvernement? On y revient dans un instant avec Sibeth Ndiaye. Mais avant cela, un point sur l'actualité de ce dimanche midi. Et à la une, ne les appelez plus Altesse Royale. Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux après avoir annoncé leur volonté de se mettre en retrait. Ils ont fini par trouver un accord avec la reine. Les précisions de notre correspondante à Londres, Marion Lourd. On retrouvera Marion Lourd dans quelques instants, mais nous allons voir les dessous de cet accord tout de suite. Ne les appelez plus Altesse Royale. Le prince Harry et son épouse Meghan ont donc trouvé un accord avec Buckingham Palace. C'est la reine qui l'annonce dans un communiqué. Les Sussex n'utiliseront plus leur titre d'Altesse Royale, étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. Comme prévu par ce nouvel arrangement, ils se retireront de leurs obligations royales, y compris les obligations militaires officielles. Peu importe ce qui les rend heureux, ils devraient le faire. Et ils ont l'air beaucoup plus heureux en s'éloignant. Donc ce sera sûrement mieux pour eux. Je trouve que c'est très progressif de leur part. Je pense que c'est très moderne et très courageux qu'ils veuillent vivre une vie différente. Concrètement, le duc et la duchesse de Sussex ne représenteront plus la reine. Harry reste prince, mais le couple ne recevra plus d'argent public, normalement perçu pour les fonctions royales. Ils se sont également engagés à rembourser les 2,4 millions de livres sterling qui avaient servi à la rénovation de leur cottage de Frogmore. Des travaux qui avaient beaucoup fait polémique à l'époque. Une question se pose, à quoi ressemblera le quotidien du couple au Canada? Ils n'ont aucune contrainte dans ce qui nous a été communiqué officiellement, aucune contrainte sur le type d'activité qu'ils peuvent faire, uniquement le fait qu'ils doivent se conformer aux valeurs de la reine, à savoir garder forcément une éthique. Il est possible que Meghan se relance dans sa vie artistique. Harry, on ne sait pas, il va l'accompagner. Ensuite, ils ont déposé une marque qui s'appelle Sussex Royal. Certaines rumeurs expliquent que Meghan pourrait avoir des contrats publicitaires ou faire des voix off sur certains films, on ne sait pas encore. La reine Elisabeth II a de son côté tenu à avoir des mots tendres pour son petit-fils et sa famille. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres aimés de ma famille. Harry et Meghan commenceront leur nouvelle vie dès que l'accord sera mis en place au printemps 2020. 46e jour de grève contre la réforme des retraites et l'espoir d'une amélioration, puisqu'hier, lors des assemblées générales, la majorité des salariés, à l'appel de l'UNSA, ont voté pour une suspension de mouvement. Premier syndicat RATP, l'UNSA n'est pas majoritaire chez les conducteurs. Toutefois, le trafic pourrait s'améliorer dès demain. Ce n'est pas l'UNSA RATP métro RER qui est appelé à cette pause, mais bien l'ensemble des salariés des assemblées générales. Donc l'ensemble des salariés représente l'ensemble des syndicats et ce sont bien eux qui se sont positionnés donc pour réorienter le mouvement et afin de s'orienter sur des mobilisations interprofessionnelles, notamment celle du vendredi 24 janvier. Et que s'est-il passé hier lors de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, près de la gare de l'Est? Une vidéo crée la polémique. Voici une photo extraite de cette vidéo. On y voit un homme à terre blessé, a priori maîtrisé et frappé à plusieurs reprises par un policier. 2 enquêtes ont été ouvertes, une première administrative et une seconde confiée à l'IGPN, la police des polices, pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité public. Qui en veut à la Rotonde? L'enquête se poursuit après l'incendie de la célèbre brasserie parisienne tôt hier matin. La piste criminelle est privilégiée. Le restaurant restera fermé plusieurs semaines car les dégâts sont importants. On va écouter Gérard Taffanel, le chef co-gérant de la Rotonde. La violence ne mène jamais à rien. Celui qui veut tuer par l'épée périra par le glaive. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une vraie histoire, quoi, je veux dire. Donc les gens qui font de la violence, mais je crois qu'il va falloir les punir sévèrement, quoi. Je veux dire, on va leur faire payer un peu la perte d'exploitation et surtout le salaire du personnel de la Rotonde. Ils vont voir comment ça se passe.
comment ça se passe un peu une entreprise. Aujourd'hui, une entreprise en France, c'est très très fragile. Donc quand ça tourne à peu près, il faut les laisser travailler, les laisser tranquilles, quoi. Allez, le temps de votre dimanche, couvrez-vous, cet après-midi sera sec et froid. Les températures donc en chute libre, 5 à Clermont-Ferrand, 7 à Reims, 8 à Paris et 14 à Nice. Tout, voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, BFM Politique. Bonjour Sibeth Ndiaye. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. À mes côtés, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Apolline. Emmanuel Le Chypre, BFM Business et Le Parisien aujourd'hui en France. On va évidemment vous interroger d'abord sur ce climat, la contestation qui se radicalise, des actions coup de poing, des intimidations, des intrusions, des démonstrations parfois symboliques. Et depuis 3 jours en particulier, les 2 dernières en date, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Emmanuel Macron qui a été pris pour cible par des manifestants alors qu'il était au théâtre. Et puis un peu plus tard dans la nuit, le restaurant La Rotonde, la même où le président avait fêté sa victoire en 2017, qui a été volontairement incendié. Toutes les oppositions face à vous estiment que vous avez une part de responsabilité. La France insoumise dit que la violence, ça vient de vous. Marine Le Pen condamne les violences, mais dit qu'elle estime que vous contribuez, je cite, à la montée des tensions en France. Et ce matin, Christian Jacob, le chef des Républicains, qui dit qu'au fond, vous êtes responsable. Il dit le gouvernement porte une responsabilité dans cette tension permanente et exerce une certaine forme d'arrogance et de mépris. Est-ce que vous entendez ces reproches et cette responsabilité? Non, pas du tout, parce qu'on a là des oppositions qui perdent le nord. Moi, je crois que dans un pays démocratique mature, des organisations politiques de cette nature qui ont la prétention de diriger notre pays devraient condamner absolument sans réserve toutes les formes de violence. Vous savez, moi j'ai vécu en Afrique, dans des pays notamment où parfois la démocratie n'est pas au rendez-vous. En France, on est dans un pays où on peut s'exprimer parfaitement librement. Il n'y a qu'à regarder mes réseaux sociaux pour voir à quel point les gens peuvent s'exprimer librement et avoir parfois des mots insultants à mon égard sans que pour autant il ne leur arrive quoi que ce soit. On est dans un pays où on peut dialoguer. On est dans un pays où on a de la démocratie sociale, où les organisations syndicales sont susceptibles de trouver des compromis avec un gouvernement sur des réformes. On est dans un pays où tous les 5 ans, les citoyens français peuvent voter librement. On n'est pas dans un pays où la violence, en aucune manière, ne peut se justifier. Mais Sibeth Ndiaye, sur la question quand même des oppositions qui, effectivement, de manière unanime, à des degrés divers, mais enfin, de manière unanime, estiment que vous avez contribué à ce climat et à provoquer en quelque sorte la violence à votre endroit, vous dites pas du tout, on y est pour rien, c'est totalement un hasard. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. Je peux assumer qu'il y a eu des engagements de la part du président de la République, de la part des députés LREM quand ils ont été élus, de la part des députés MoDem quand ils ont été élus, qui forment aujourd'hui le cœur de la majorité présidentielle, et que c'est sur la base de ces engagements-là que nous nous présentons devant nos concitoyens pour mener des réformes. Et nous sommes toujours dans le dialogue. Il y a eu près de 2 ans de concertation sur la réforme des retraites. Il y a encore aujourd'hui des choses qui sont en train d'être négociées sur la pénibilité, notamment on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc on n'est pas dans une situation où on imposerait de manière unilatérale des choses qui n'auraient jamais été discutées dans aucun moment de vie politique du pays. Pour vous, d'un mot, ce que les citations qu'apportait Apolline, des Républicains, des Insoumis, du Rassemblement National, ne sont pas pour vous des déclarations de partis responsables? Moi, je crois effectivement que ça n'est pas responsable, quand on a un parti qui a vocation à gouverner, d'expliquer que la violence, elle est due. C'est comme si vous disiez en quelque sorte que nous organisions l'insurrection à l'intérieur du pays parce que nous faisons des réformes. Enfin, on marche sur la tête. En revanche, ce que je veux pointer, et c'est un phénomène que nous voyons à l'œuvre dans notre pays, qui ne date pas de ce quinquennat-ci, qui ne date pas du quinquennat précédent, mais depuis une grosse quinzaine d'années dans notre pays, à chaque fois qu'il y a un mouvement social, il y a une forme de radicalisation dans ce mouvement social-là. Je me souviens des Black Blocs qui envahissaient les manifestations sous le quinquennat de François Hollande autour de la loi El Khomri, par exemple. Ça veut bien dire, et ça doit nous interroger
collectivement dans cette démocratie qu'il y a une forme de dérive de la part de groupuscules minoritaires. D'accord, mais est-ce que vous ne contribuez pas à l'affaiblissement des institutions quand face aux agissements spectaculaires et médiatiques de quelques dizaines de personnes, vous avez le ministre de la Culture qui dit par exemple qu'il renonce à ses vœux parce qu'il a peur qu'il y ait finalement des perturbations autour de cette cérémonie. C'est quand même pas un très bon signal. Vous perdez la bataille finalement de l'image et de la communication sur ce terrain-là. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous parce que je considère à un moment donné qu'on doit aussi éviter l'hystérisation du débat public. Vous n'aurez jamais de ma part des mots qui sont des mots blessants à l'égard des manifestants parce que je respecte profondément le fait que d'autres personnes... Je respecte là, vous capitulez quand même. Non, pas du tout. Je respecte profondément le fait qu'il y ait des oppositions politiques comme syndicales. Le ministre de la Culture annule 4 jours profondément aussi ses vœux parce qu'il a peur qu'il y ait des manifestants... Non. La raison pour laquelle le ministre de la Culture a fait ce choix-là, que je soutiens parfaitement, c'est parce qu'il a aussi considéré à un moment donné qu'on ne devait pas empêcher la vie de nos concitoyens. Et donc quand on est dans une situation où malheureusement votre alternative, c'est soit de mobiliser dans un très grand nombre des forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait le moindre incident, alors que nos forces de l'ordre, on aura l'occasion d'en discuter, sont extrêmement sollicitées, ou que vous avez le choix de laisser se perturber des événements culturels, puisqu'il ne va pas notamment à un grand rassemblement culturel à Nantes, qu'est-ce que vous préférez faire? Les violents ont gagné. Moi, je considère, mais c'est donc pour ça que j'en appelle, les violents n'ont pas gagné, ils ne gagneront pas dans notre pays parce que nous serons debout. Nous avons passé des consignes de très grande fermeté. Debout mais caché. Non, mais pas du tout. Le président de la République, si on revient sur cette histoire de théâtre, il continuera à avoir des moments privés dans lesquels il assiste à des événements culturels. De la même manière, tous les ministres du gouvernement continueront à se déplacer et d'ores et déjà se déplacent énormément sur le terrain. Encore faut-il que ces moments privés le restent, ce qui nous amène à un personnage qui est au cœur de cette affaire, c'est Taha Bouhafs, un jeune homme qui se décrit comme journaliste des luttes et qui était dans le théâtre des Bouffes du Nord, quelques rangs derrière Emmanuel Macron. Il a filmé une petite vidéo et a signalé la présence du président de la République sur les réseaux sociaux. J'ai une question précise à vous poser. Est-ce que vous avez, Sibeth Ndiaye, des informations sur la présence de ce jeune homme vendredi soir au théâtre? Est-ce qu'il y était par hasard? Ou avez-vous des informations allant dans le sens inverse? Y était-il pour une raison bien précise? Écoutez, je n'en ai absolument aucune idée. Je sais qu'il va sans doute y avoir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce qui s'est passé dans ce théâtre parisien. Donc je ne peux pas vous apporter de réponse là-dessus. Vous n'avez pas d'informations sur la présence? Est-ce qu'elle vous interroge, cette présence? Non, ça ne m'interroge pas du tout. Écoutez, il faut que tous nos concitoyens, dès lors qu'ils n'ont pas commis de faits délictueux ni n'en ont l'intention a priori, puissent aller eux aussi dans un théâtre. La présence du président de la République, elle peut se faire évidemment sans qu'on bouleverse complètement la vie des gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autour du président de la République et de manière permanente et sans nécessairement que le grand public n'ait à en connaître, puisque par nécessité, assurer la sécurité du président de la République, ça nécessite effectivement une certaine discrétion. Donc on ne vous dit pas dans le public s'il y a des agents de sécurité autour du président de la République, par exemple. Il était dans son droit lorsqu'il prend cette vidéo et annonce la présence du président dans ce théâtre? Alors je pense qu'il faut distinguer les choses entre signaler le fait que le président est présent à un endroit, après tout, pourquoi pas, et de l'autre côté, appeler éventuellement à ce qu'il y ait des actions, éventuellement des actions violentes qui se déroulent. Moi, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas dans quelle situation on est et il y aura sans doute une enquête pour nous le dire. Donc je ne veux pas présupposer des intentions avec lesquelles les choses ont été faites. Ce que je veux aussi dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent, c'est que le président de la République, même s'il y a eu une petite interruption, a poursuivi sa présence et donc il a pu assister à la fin de la représentation et il est ensuite parti du théâtre. Alors il est encore un mot sur Taha Bouhafs, c'est qu'il a été mis en garde à vue, il en est sorti depuis. La députée La France Insoumise, Danielle Obono, constatant la polémique qui gonfle autour de cette personne, considère qu'il est victime de racisme. Alors je cite la phrase de la députée. Ça en défrise beaucoup qu'un jeune homme arabe, je cite, puisse avoir ce statut, c'est un journaliste, point. Que pensez-vous de cette déclaration? Écoutez, je pense que ça n'a absolument aucun sens. Honnêtement, accuser le macronisme de racisme, je crois que c'est un non-sens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous montrez vous-même? Je me montre moi-même parce que, pardon, dans le gouvernement, vous avez eu Mounir Majoubi, vous avez Cédrico, vous avez Sibeth Ndiaye. Pardon, c'est ridicule de dire que le macronisme... Je veux dire, il y a plus de députés noirs parce qu'il y a eu un élan de renouvellement important à l'Assemblée nationale.
porté notamment par La République En Marche. Je ne dis pas que les autres partis ne font pas des efforts, mais honnêtement, c'est un non-sens de dire ça. Vraiment. Un mot sur... C'est pas à la hauteur de Daniel Obono. Sur le climat de violence et d'insurrection, et même peut-être d'appel à l'insurrection, je voulais vous signaler et savoir votre réaction. Raquel Garrido, qui est donc proche de la France insoumise, a tweeté une vidéo qui a été prise chez les Gilets jaunes en Normandie. Des Gilets jaunes qui chantent Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer. Et Raquel Garrido, qui reprenant donc ses propos, rajoute en prévision de la grève du 21 janvier. Là aussi, j'avoue que je suis assez stupéfaite. C'est sans doute... Alors, j'ai pas vu le tweet, donc je le dis effectivement sur la base de ce que vous me dites, mais c'est une forme de faillite intellectuelle de la part de gens qui ont été ou qui sont des responsables politiques. Pouvoir tweeter ça et dire dans une forme d'encouragement, il faut continuer plus loin, c'est insupportable, c'est même incompréhensible. Vous ne pouvez pas dire « je veux diriger ce pays, je veux être de ceux qui représenteront la France à l'international, de ceux qui auront à ferrailler peut-être contre des dictateurs, peut-être contre des pays ou en tout cas de manière diplomatique, parce qu'il faut le faire toujours de manière diplomatique, auront à s'insurger contre l'emprisonnement de prisonniers politiques aussi ou là, de journalistes. Vous ne pouvez pas, en ayant cette vocation-là et cette ambition-là, tenir des propos de cette nature. Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu trop théorique, intellectuelle finalement de la situation, du mécontentement, de la façon dont il s'exprime? Alors vous pouvez toujours effectivement vous insurger contre ces débordements, mais concrètement, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Pardon, d'abord il faut que la République se tienne debout intellectuellement. Parce que si on commence par intellectuellement renoncer et considérer qu'au fond, les violences, quand elles existent, elles accompagnent naturellement une démocratie. Je pense qu'on n'est pas prêt de pouvoir s'en sortir. Et puis après, il faut de manière concrète, dans le discours politique, au-delà de la simple dénonciation, essayer de décortiquer la raison pour laquelle on est dans un pays où, au fond, une frange dont je veux dire qu'elle est minoritaire, extrêmement minoritaire, 66 millions de Français, quelques dizaines, centaines ou milliers de militants qui aujourd'hui sont dans une opposition qui est extrêmement radicale. Oui, mais on a vu ça l'année dernière. Sibeth Ndiaye, est-ce que c'est reparti? Est-ce que c'est reparti comme en 2018? On n'a jamais considéré, en tout cas moi je n'ai jamais considéré, que la crise des Gilets jaunes était un épiphénomène qui existait à un moment T. Elle a des racines qui sont très profondes, qui ne datent pas de ce quinquennat, qui datent d'une histoire française dans laquelle il y a des choix politiques qui ont été faits de droite comme de gauche. Donc c'est juste une question de contexte, en fait. Vous êtes là au mauvais moment. Je ne dis pas que c'est une histoire de contexte. Je vous dis simplement que la violence qu'on voit aujourd'hui, elle est évidemment condamnable. Elle est le résultat d'une construction qui ne date pas d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas recevoir seul le mistigris de ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution de la société. Et donc je vous dis, il faut que collectivement, la classe politique dans son ensemble puisse y apporter une réponse. Vous avez parlé du mot violence. Ce mot violence, il peut être en ce moment utilisé d'un côté comme de l'autre. Et certains, on parlait tout à l'heure de la France insoumise, estiment notamment que la violence, elle vient des policiers, qu'il y a une véritable violence policière. Il y a eu notamment cette question de Cédric Chouillat qui est mort lors d'un plaquage ventral. Selon un décompte du journal du dimanche ce matin, le plaquage ventral, qui est donc une technique d'arrestation de la police, aurait causé 20 morts en 30 ans. Est-ce que vous envisagez de l'interdire ? Alors, vous le savez, aujourd'hui, nous avons une réflexion pour réformer l'ensemble des techniques d'intervention, notamment de la police. Ça se tient dans le livre blanc qui est aujourd'hui en train d'être construit au niveau du ministère, des protocoles d'intervention, mais pas que, hein, c'est bien plus large. Et donc, nous aurons vocation, évidemment, à poser ces questions-là. La question de l'utilisation des LBD aussi. On doit pouvoir regarder les choses posément. Mais je voudrais rappeler quelques principes quand même. On parle des forces de l'ordre, ce sont aussi des gardiens de la paix. On parle d'hommes et de femmes qui, chaque jour, se lèvent pour protéger nos vies, pour protéger nos biens et faire en sorte que nous puissions vivre en paix. On parle de gens qui, depuis plus de 2 ans, sont soumis à une violence dans les manifestations, une violence inédite. Il ne faut pas oublier ce que ça voulait dire il y a encore quelques mois et même encore aujourd'hui les Black Blocs. Il ne faut pas oublier ce que ça a représenté, les centres-villes détruits. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe. Oui, mais enfin, on a l'impression qu'à chaque manifestation, Sibeth Ndiaye, il y a une violence policière. Mais il y a des vidéos à chaque fois. Je ne peux pas vous laisser. D'abord,
Je ne peux pas vous laisser dire. Ce que vous nous dites, Sibeth Ndiaye, on fait un livre blanc, on regarde les choses. Vous n'avez pas eu le temps depuis 2018. Le ministère de l'Intérieur travaille, regarde les choses. Mais plaquage nous ventral. avons La question d'Apolline était précise. Nous avons Est-ce déjà que le plaquage ventral est une bonne méthode? Est-ce que le LBD peut être utilisé à une aussi petite distance? Nous avons. Alors, il y a des règles. Non, mais il faut remettre les choses vraiment à plat. Ouais. Pour les deux éléments que vous citez, le plaquage ventral ou l'utilisation des LBD. Pour les LBD, il y a des protocoles d'utilisation qui sont connus avec des distances minimales d'utilisation. Quand ça n'est pas respecté, évidemment, on doit enquêter, connaître les circonstances et, le cas échéant, punir. Avoir de la confiance dans les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, c'est aussi avoir beaucoup d'exigences à leur endroit. Avoir de l'exigence à leur endroit, ça veut dire qu'ils doivent respecter la déontologie pour être respectés des Français. Ça veut aussi dire que quand il y a des faits qui ne sont pas acceptables, qui se produisent, on enquête, on punit. Avec l'IGPN, la police la plus lente du monde. Mais écoutez, je suis pas, là encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que quand on regarde le nombre de saisines dont l'IGPN a fait l'objet sur des faits, compte tenu du nombre de manifestations, il y a beaucoup de saisines, beaucoup d'enquêtes qui sont en cours actuellement, beaucoup de transmissions au parquet qui ont été réalisées. Et donc, c'est le cours de la justice, encore une ce matin, c'est le cours de la justice française. Il faut faire les choses à plat et posément. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Moi, je refuse qu'on jette l'opprobre sur nos policiers parce que ce sont des hommes et des femmes qui font un travail d'une très grande qualité. Et cette confiance que le gouvernement leur accorde et que notre démocratie place dans leurs mains, parce qu'ils sont détenteurs d'une violence qui est légitime lorsqu'il s'agit de lutter contre de la délinquance. Si ce n'est pas de leur faute à eux, est-ce que ce n'est pas un peu de votre responsabilité à vous qu'ils soient si épuisés? C'est-à-dire, vous le disiez de vous-même, vous parliez quand même des 2 années qu'on vient de traverser, et on y retourne. C'est-à-dire, quand on voit les images depuis 3 jours d'une violence dont on ne sait jamais d'où elle va arriver, est-ce que vous n'avez pas trop laissé s'installer, malgré tout, une situation qui n'est pas de votre fait, mais qui s'est installée avec une usure, avec une durée, et de ce point de vue-là, peut-être que les forces de l'ordre, pas forcément consciemment, pas forcément volontairement, mais enfin vous le constatez bien, il y a un moment où ça leur échappe. Et donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au fond, la meilleure solution, c'est que dès que des gens manifestent, qui représentent une frange de la population française, on arrête tout. Mais faire ça, c'est décider qu'en fait, le pays n'est plus gouverné et le pays n'est plus jamais réformé. Parce que vous aurez toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Si François Hollande avait dit, en fait, je ne vais pas faire le mariage pour tous parce qu'il y a 1 million ou 2 millions de personnes qui manifestent dans la rue, on serait passé à côté d'un progrès de société que moi je trouve important et auquel je suis attachée. Oui, mais ce qu'on vous reproche, c'est de leur céder trop facilement. Bah écoute, d'abord on voit bien manifestement finalement le chemin doit être entre les deux. Ils ont le sentiment que quand il y a de la violence, ils obtiennent un certain nombre de choses. Non, je suis pas d'accord. Enfin, peut-être que, excusez-moi, je m'exprime mal. Peut-être qu'ils ont ce sentiment-là, effectivement, mais ça ne correspond pas à la réalité. Quand on regarde la crise des Gilets jaunes, les mesures qui ont été prises à l'issue de cette crise, ce sont des mesures qui étaient dans la droite ligne idéologique de la République en marche, c'est-à-dire de soutenir le travail. Et donc, on a augmenté la prime d'activité, on a enlevé les charges et les impôts sur les heures supplémentaires. Donc ça correspond à des choses qui appartiennent à l'ADN de la République en marche et qui, par ailleurs, étaient des mesures qui ont été accélérées dans le temps puisque nous avions l'intention de le faire. Donc, on a répondu à une crise sociale sans rien renier de nos fondamentaux politiques. Crise sociale qui, pour l'instant, en tout cas, on le voit, n'est pas forcément terminée. On y revient dans un instant avec le fond de la réforme des retraites. Et on poursuit ce BFM politique avec vous, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Cette réforme des retraites, dont on parle donc depuis maintenant des mois, voire même des années, puisque ça fait 2 ans qu'il y a une réflexion. Au final, Emmanuel Le Chypre ? On voit que la liste des professions qui vont bénéficier d'exceptions s'allonge, que cette réforme qui était prévue au départ pour concerner la génération 1963, ce sera plus du tout ces générations-là, ce sera beaucoup plus tard. Donc elle va coûter de plus en plus cher. Donc si vous avez des estimations, on est preneur. Mais surtout, est-ce que l'esprit, est-ce que le cœur de cette réforme est préservé, ou bien est-ce que finalement il ne reste plus grand-chose de cette réforme des retraites ? Alors nous voulions, devant les Français, proposer un projet qui, au fond, s'appuie sur 3 choses. D'abord, un projet qui soit universel. Et oui, je vous le réaffirme, demain, tous les Français cotiseront à une seule et même caisse. Chaque euro qu'ils mettront dans cette caisse leur permettra de faire valoir les mêmes droits.
On a toujours également considéré que cette universalité-là ne devait pas empêcher le fait de prendre en compte des situations spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire des situations spécifiques? Ça n'est pas créer un régime qui est absolument dérogatoire, avec des cotisations différentes, avec des âges différents, c'est de dire on doit pouvoir de manière universelle dire ce qui est dangereux et ce qui est pénible. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, quelle que soit la fonction que vous occupez, ça n'est pas le corps auquel vous appartenez qui détermine les différences de prise en compte de votre pénibilité au travail, c'est bien concrètement les actions que vous avez depuis, au il y a quand quotidien. même un certain nombre de corps, comme vous dites, qui ont été exemptés ou en tout cas dont on a assumé les particularités. Ça revient à la même chose non, pas du tout. Quand vous êtes danseur à l'Opéra de Paris, considère-t-on normal qu'à 55 ans, vous soyez toujours danseur de ballet? Mais on ne peut pas faire un autre travail, Sibeth Ndiaye? Mais bien sûr, vous pouvez faire un autre travail. Mais donc, on parle bien de la reconversion des gens. On dit bien en combien de temps ils peuvent accumuler des droits. Mais c'est exactement ça. Si le départ à la retraite est garanti, il n'y a pas besoin de se reconvertir. À la retraite. Mais vous vous doutez bien que les gens ne vont pas arrêter de travailler à 42 ans. Je sais pas, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils peuvent partir à la retraite? Mais je vous le dis, c'est de la même manière que les militaires, ils peuvent partir à la retraite beaucoup plus tôt, effectivement, parce qu'il y a la dangerosité, mais ils continuent à travailler. Oui, mais alors attendez, on s'arrête pas de travailler justement un instant sur le militaire, puisque vous le signalez. Ce matin, on apprend que le Conseil supérieur de la fonction militaire a donné un avis et il s'est prononcé contre votre réforme des retraites. Alors, moi j'entends bien, vous savez que beaucoup de gens se disent, au fond, l'universalité, moi je suis bien dans mon coin. Je voudrais juste parler de deux professions qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont plutôt fait le choix de ne pas être dans un régime universel. La première profession que je voudrais citer, ce sont les mineurs. Ils ont fait le choix d'avoir une caisse qui soit entièrement spéciale. Ok, et vous allez me parler ensuite des agriculteurs. Mais enfin, je vois pas le rapport avec les militaires. Ah bah si, les agriculteurs. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut à un moment donné se dire... C'est pas comme les avocats, là, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a effectivement des sujets qui sont différents. Il y a le sujet de la dangerosité. Et donc, vous exercez une fonction dans laquelle vous exposez votre vie. Vous êtes militaire, vous êtes pompier, vous êtes gendarme, ce sont aussi des militaires, vous êtes policier. À ce titre-là, la nation française, je trouve légitime de considérer qu'elle vous réserve. Mais c'est pareil pour les pilotes de ligne, les pilotes aériens. Non, je suis pas d'accord. Il y a plein d'exceptions. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Les pilotes de ligne, il y a une réglementation européenne qui dit que dans un cockpit, il doit forcément y avoir une personne de moins de 60 ans. Ça veut donc dire que soit nous, on dit en France qu'on est contre la réglementation européenne, que nous ne l'appliquerons pas, soit, en fait, on adapte le droit français à cela et on le fait dans des tas de domaines. Vous prenez les contrôleurs aériens, il y a des obligations similaires qui s'appliquent à eux. Et donc, l'universalité, c'est de faire en sorte que tout le monde cotise à la même caisse, que tout le monde génère les mêmes droits en cotisant de la même manière, que tout le monde ait les mêmes pensions de reversion, quelle que soit la fonction que vous avez occupée au cours de votre vie, c'est-à-dire la pension qui revient à la personne qui vous survit quand vous décédez. Et donc, l'universalité, c'est les mêmes règles pour tous. Une dernière question. Quand est-ce qu'on aura une estimation de ne serait-ce que le coût de la transition, toutes les concessions que vous avez faites. Il y aura une étude d'impact qui sera faite et qui sera présentée comme pour tous les projets de loi en même temps que le projet de loi, à savoir... Vendredi alors. Évidemment. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire on peut pas présenter une loi en France si vous n'avez pas d'étude d'impact. Donc, c'est naturel. D'ailleurs, je crois que cette étude d'impact a en partie fuité, il me semble. Et donc, cette étude d'impact, elle accompagnera, comme c'est naturel, tout projet de loi présenté aux parlementaires. N'empêche que les Français, quand vous regardez, est-ce que vous êtes convaincus par la réforme, ils s'en méfient toujours. Je veux dire, finalement, la part des Français qui se méfient de cette réforme, elle a assez peu diminué. Est-ce que c'est un problème de pédagogie? Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas été trop ambitieux sur l'architecture de cette réforme? Par exemple, il n'y a pas un pays où vous n'avez pas au moins un régime pour les fonctionnaires, au moins un régime pour les salariés du privé, au moins un régime pour les artisans. Et puis, c'est toujours cette fascination française, on a l'impression pour les réformes parfaites sur le papier, mais qu'on est incapable de mettre en œuvre. Cette fascination pour l'idée, ce mépris pour l'exécution de la réforme. Alors, si je peux me permettre, s'il y a un gouvernement qui n'a pas de mépris pour l'exécution des réformes, c'est bien le nôtre. On a, au cours du dernier Conseil des ministres, examiné le taux d'exécution des réformes, la vitesse avec laquelle on l'exécute. Donc, je ne crois pas qu'on puisse être taxé de, de légèreté vis-à-vis de l'exécution des réformes. On a fait le choix d'avoir effectivement une réforme qui soit ambitieuse. Mais au fond, de la même manière que le législateur en 1945 avait fait le choix d'avoir une réforme qui soit ambitieuse. Il se trouve que, au fur et à mesure du temps, on a en quelque sorte laissé les corporatismes et les solidarités professionnelles prendre le pas sur une solidarité de la nation. Et quand ces solidarités professionnelles chutent,
je pense aux agriculteurs, je pense aux mineurs, peut-être demain aux avocats. En fait, tout le monde se retourne toujours vers la solidarité nationale. Donc moi, je préfère dire, faisons un système qui est solidaire au niveau national, dans lequel on peut aussi prendre en compte des parcours individuels. Vous avez commencé à travailler avant 20 ans, c'est donc le sujet des carrières longues, vous avez exercé un travail pénible, regardons-le. Saisissons aussi l'opportunité de cette réforme des retraites pour se poser la question de la manière dont on part en retraite. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même étonnamment l'impression, quand on vous écoute, que tout reste encore ouvert, que tout reste encore en discussion. Et on se dit que ça fait quand même un bout de temps maintenant. Et puis là, tout d'un coup. Non, il y a des principes fondamentaux qui ont été édictés dès le départ. Ensuite, on a dans ces nature à vraiment comprendre où on va. Il y a des principes fondamentaux qui ont été édictés dès le départ. C'est l'universalité, c'est l'équité, c'est la responsabilité. Il y a des choix qui ont été faits qui sont des choix de justice sociale. Quand on dit qu'on veut que chaque Français qui a eu une carrière complète parte avec 1 000 € en retraite, quand dans certaines professions aujourd'hui, ça peut être 750, on va pas rouvrir ça peut être dossier, mais on n'a toujours pas eu de réponse sur ce que c'est qu'une carrière complète là-dessus. Mais tout simplement, nous, on a considéré qu'une carrière complète, c'était une carrière, au vu aujourd'hui de l'état de la législation sur les retraites, c'est 43 ans une carrière complète. Très bien. On a aussi dit aux organisations syndicales qui nous ont dit, écoutez, nous on trouve que il y a des gens que vous en excluez, par exemple ceux qui sont à temps partiel, est-ce qu'on peut en discuter? On trouve que le montant, il n'est pas suffisamment élevé. Nous, on propose 85% du SMIC net, donc 1 000 € pour commencer. Et on nous dit, discutons-en. Et donc on en discute. Mais attendez, on fait une réforme qui va concerner tous les Français. Oui, mais sauf que chaque Français, ce qu'il veut savoir, c'est en quoi ça change sa situation à lui. Votre fameux simulateur, par exemple, il sera prêt quand? Le simulateur, il sera... d'ores et déjà, je peux vous donner une information qui est importante. Dans le futur système, 1/3 des gens qui partent à la retraite partiront avec exactement les mêmes conditions de durée que celles qu'ils auraient dans le système actuel. 1/3 des gens travailleront un peu plus longtemps et 1/3 des gens travailleront moins longtemps. Tous ceux qui aujourd'hui vont jusqu'à 67 ans pour annuler les malus, ils iront que jusqu'à 64 ans. Ça fait 1/3 de cas particuliers dans un régime universel. Non, pas du tout. Tout le monde se demande à quel tiers est-ce que j'appartiens. Exactement. Il est temps que le simulateur soit mis en place. Le président de la République le voulait pour le mois de décembre. Alors bon. Pour faire un simulateur, alors on ne peut pas dire en même temps, il faut que les parlementaires discutent de la réforme, et il faut qu'ils aient du grain à moudre, et j'entends des gens qui disent, il n'y aura pas suffisamment, il y a des trous, on ne sait pas, etc. On ne peut pas dire quand est-ce qu'il sera là, ce simulateur? On peut pas, donc, pour avoir un simulateur, il faut avoir une loi. Voilà. Pour avoir une loi, il faut qu'elle soit discutée au Parlement. Et cette loi, nous avons voulu que ce soit aussi une loi qui soit portée par la démocratie sociale, donc il faut que nous ayons des discussions avec les syndicats, en particulier sur la question du financement. Donc, il y a des étapes et on ne va pas vous donner des informations erronées. Je vous prends un exemple. La négociation avec les organisations syndicales notamment conduit à faire le choix que ce soit à partir de 1975 et non plus à partir de 1963. Imaginons que le jour de la parution du rapport Delevoye, nous ayons dit, mesdames et messieurs, voilà votre simulateur pour votre cas particulier, avec les 15 caisses que vous avez faites au cours de votre vie, avec est-ce que vous avez des enfants, pas des enfants, est-ce que vous avez été dans le privé, dans le public, dans quel sens vous avez fait votre carrière, admettons. On aurait fait un simulateur qui aurait été faux. Et donc, vous auriez été fondé de nous dire, c'est n'importe quoi ce gouvernement, vous faites des simulateurs alors que vous n'avez pas toutes les informations. En attendant encore un peu. Dans ce contexte, on aura élu ou réélu nos maires avant exactement. D'avoir mis la main. Dans ce contexte, il y a quand même les élections municipales, David. N'est-ce pas, Pauline? Avant d'avoir mis la main sur ces fameux simulateurs. Alors, je vais parler à nos téléspectateurs d'une circulaire, mais qui ne s'effraie pas, je vais expliquer. C'est la circulaire Castaner. Pourquoi? Parce qu'elle vient du ministère de l'Intérieur et qui dit que pour les prochaines élections, et on l'apprend là, ces dernières semaines, pour les prochaines élections du mois de mars, on fera plus comme avant pour le nuançage politique des listes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, toutes les villes recevaient un étiquetage politique, plutôt à droite, divers gauche, de la part de l'État, des préfectures, et on le faisait jusqu'aux villes qui comptaient 1000 habitants. En dessous, on ne le faisait pas. Et alors avec cette circulaire... En dessous, c'était sans étiquette. C'était sans étiquette. Et alors avec cette circulaire, ce ne sera plus 1000 habitants le seuil, mais 9000 habitants. Et alors là, tollé de toutes les oppositions qui vont saisir le Conseil d'État, qui vont contester. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que ça efface de la vie politique toutes les villes de moins de 9000 habitants, c'est plus de 85% des villes en France. Pourquoi, Sibeth Ndiaye? Alors d'abord, je voudrais rétablir une petite vérité sur ce que c'est le nuançage. Le nuançage, c'est une opération administrative qui est menée par le ministère de l'Intérieur après publication des résultats. Donc ça n'influe pas sur le choix des électeurs.
ni au premier tour, ni au second tour. Et cette opération administrative, elle permet de regarder, j'allais dire presque de manière statistique, en longue traîne, l'évolution du paysage politique français. Ah oui. Et donc, ça se faisait aux dernières élections municipales à partir des villes qui ont plus de 1000 habitants. Peu de temps avant, c'est-à-dire dans les élections municipales précédentes, c'était jusqu'à 3500 habitants. Donc, mais là, 9000 donc, 9000. Et on distingue le nuançage politique, c'est-à-dire l'opération administrative du ministère de l'Intérieur, de l'étiquetage politique. L'étiquetage politique, c'est quoi? C'est que vous êtes en tête de liste dans une ville de moins de 9000 habitants. Vous avez parfaitement le droit, au moment où vous déposez de votre point de vue, au moment où vous déposez votre liste, vous avez le droit de dire « j'appartiens au Parti Socialiste, ma liste est des Républicains, ma liste est de la République en marche ». Donc dans la carte de la vie politique française administrative, juste je termine. Ne prendra plus en compte ces personnes-là. Non, mais pas du tout. Bon. Le nuançage ne se fait pour les listes qui ne déposent pas d'étiquette politique. Si vous êtes un maire d'une ville de 8500 habitants, que vous êtes élu, vous êtes d'abord candidat, vous dites « je suis les Républicains ». Mais on ne va pas effacer le fait que vous êtes les Républicains pour dire que vous êtes divers droite. C'est ridicule. Explication nécessaire. Donc Christian Jacob n'a pas compris cette je nuance. crains qu'il n'ait parfaitement compris, mais qu'il n'enrobe les choses de manière un peu différente. C'est de la politique. C'est pour ça que je faisais la différence entre le nuançage et l'étiquetage. L'étiquetage, c'est une démarche volontaire du tête de liste qui dit « écoutez, moi, ma liste, c'est une liste machin ». De tel parti politique, et le nuançage, c'est une opération administrative. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Très bonne question. Est-ce que c'était nécessaire Très bonne question. De remonter à 9000? Parce que depuis très longtemps, les maires, en particulier des communes dans la ruralité et des communes de petite taille, ont dit, écoutez, moi, quand je construis une liste, je prends des gens qui ont diverses obédiences politiques. Et donc, ça me dérange de devoir... En fait vous êtes en train de transformer la France en un vaste En Marche qui serait ni de droite ni de gauche. En fait, vous êtes en train d'appliquer le ni de droite ni de gauche, vous le plaquez sur la carte française. On ne le plaque pas. Les gens peuvent dire qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'écrire sur leur bulletin. Et moi, je regarde quand même avec beaucoup d'attention le fait qu'il y a des maires de très grandes villes qui disent qu'ils n'ont pas tellement envie de se mettre dans une étiquette politique. Donc, je regarde aussi ça. Je ne dis pas... Il y a la question des partis et la question des clivages quand même. Mais je ne dis pas le contraire. Je vous dis que c'est une négation du clivage. Mais pas du tout. Chacun des têtes de liste qui déposera sa liste pourra dire ma liste, elle est Europe Écologie Les Verts, elle est les Républicains, elle est ceci ou elle est cela. Ce que nous constatons néanmoins, c'est que, y compris l'Association des maires de France, pendant des années, a milité pour que cet étiquetage ne soit pas obligatoire, justement parce que, ou ce nuançage ne se fasse pas en attribuant des étiquettes politiques. Parce que concrètement, comment ça se passe au niveau d'un préfet, en fait, on regarde le matériel électoral, on regarde les prises de position, on dit c'est du divers droite, c'est du divers gauche, c'est du divers, ou bien c'est du PS, c'est des républicains, c'est etc. Et donc, il y a eu aussi une protestation pour dire, enfin, c'est un peu arbitraire. Oui, mais le seuil de 9000 va être très impactant pour des partis comme les Républicains, le Parti Socialiste et d'autres, et en aucun cas impactant pour la République En Marche, qui n'a pas d'implantation à ce stade local puissante et qui surtout, de toute façon, n'existait pas. Mais en quoi c'est impactant? Parce que si un maire, les Républicains, veut dire je suis les Républicains, vous avez quand même une idée derrière bien sûr, mais les Républicains étaient bien contents de pouvoir revendiquer, ou le Parti Socialiste d'ailleurs, des mairies de moins de 9000, qui n'avaient pas fait campagne sous leurs étendards, puis ensuite la préfecture remettait les choses au clair en disant lui il est plutôt de gauche, lui il est plutôt de droite. Non, mais je vois pas. Non, je vois pas le rapport en fait. Parce qu'ils peuvent continuer à revendiquer. Christian Jacob pourra continuer à revendiquer que le maire de telle ville de 7000 habitants est un maire, en fait, les Républicains. Je ne vois pas du tout la superposition. Aucune chance de revenir sur ce seuil de 9000. Mais on y va comme ça. Je pense que c'est un seuil qui est un bon seuil, parce qu'au fond, d'ailleurs, quand on regarde là où les maires se déclarent sans étiquette, c'est quand même très majoritairement sous ce seuil de 9000. Et donc, ça correspond à ce qu'est la réalité de la vie politique et qui ne date pas ni de ce quinquennat et de la transformation du champ politique qu'on a initié, ni même du quinquennat d'avant, pour tout vous avouer. Un mot sur Paris. Ah oui. Quand on voit le sondage publié par le journal du dimanche aujourd'hui, Benjamin Griveaux qui glisse, c'est Rachida Dati qui s'installe à la deuxième place, avec Anne Hidalgo largement devant. Comment vous expliquez un tel ratage ? Malheureusement, vous n'êtes pas sans ignorer qu'à Paris, nous avons un candidat dissident qui est Cédric Villani. Et au fond, ce sondage, il est le reflet du fait que unis, c'est mieux que quand on est désunis. Et donc, on regarde le bloc des progressistes avec Villani et Griveaux. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des sanctions? Parce que finalement,
Il a pu se présenter en toute impunité, Cédric Villani. Alors, il est toujours député dans le groupe La République En Marche. On a toujours fait état auprès de Cédric Villani, évidemment, du désaccord avec sa démarche, du fait qu'on souhaitait toujours tendre la main et faire en sorte qu'il puisse y avoir ça en quelque sorte une réunification. Changer de stratégie. Les listes ne sont pas encore déposées. Voyons à ce moment-là. Mais vous lui dites quoi? Vous lui dites quoi là ce matin? Moi, je lui dis qu'au fond, on se met dans une situation où le fait d'avoir 2 candidats, ça favorise la réélection d'Anne Hidalgo, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc, je crois qu'il faut regarder le candidat qui est le mieux placé, de toute évidence, et qui a aussi la légitimité démocratique de son parti, c'est Benjamin Griveaux. Et je souhaite très vivement que Cédric Villani puisse se ranger derrière lui. Il y a encore plus ubuesque que Sibeth Ndiaye, c'est la situation à Biarritz, où alors là, vous avez 2 membres du gouvernement qui veulent être maires. Qui s'affrontent. C'est évidemment une situation qui ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 ministres en compétition au sein du même gouvernement pour une même ville. Et donc le Premier ministre a été de ce point de vue-là extrêmement clair, puisqu'il a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus cette semaine. Il a été demandé aux 2 ministres de réfléchir et de regarder s'il y avait d'autres solutions qui étaient possibles. Et le Premier ministre a indiqué qu'il prendrait ses responsabilités. On avait donné un horizon de temps qui était la fin du mois de janvier pour que chacun se déclare parmi les ministres. Je pense que c'est un bon horizon de temps. Mais qui doit rester à Biarritz à vos yeux? Écoutez, moi, ça ne m'appartient pas d'avoir cette décision-là. Je pense que c'est mieux s'ils discutent l'un avec l'autre pour essayer de trouver une solution qui soit commune. Et le cas échéant, eh bien, il faudra que, et c'est ce que le Premier ministre a dit, il prendra ses responsabilités. Mais on a l'impression que c'est quand même toujours la même technique, c'est-à-dire au fond, vous dites que c'est pas bien, mais rien ne se passe. Écoutez, le Premier ministre a été très clair. Il a dit... je devrais prendre mes restes, j'en tirerai les conséquences. En tirer les conséquences, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y en a un des 2 qui sera viré du gouvernement? Eh bien, vous savez, moi je suis porte-parole du gouvernement, c'est pas à moi de décider qui fait partie du gouvernement ou qui n'en fait pas ça veut dire qui n'en fait pas partie, qui n'en fait pas partie. On est d'abord dans un moment de dialogue où on demande aux 2 personnes qui sont concernées d'essayer de trouver une solution alternative à celle qui nous place dans la situation où on a 2 membres du gouvernement qui s'affrontent dans une même élection locale. Et donc, après, j'espère qu'ils auront un esprit de responsabilité l'un et l'autre. Alors, Sibeth Ndiaye, vous êtes la porte-parole du gouvernement, mais vous connaissez bien la vie politique. Vous avez un parcours militant, vous étiez au Parti Socialiste, donc les municipales, vous les appréhendez. Vous les sentez comment pour La République En Marche, ces municipales? Écoutez, je pense que c'est toujours, avant une élection, la pire manière de faire de la politique que de dire ça va être un raz-de-marée pour nous, ça va être la Bérésina pour un tel. Je pense qu'il faut qu'on défende notre projet. Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche, a présenté ce week-end ce qu'était au fond un maire progressiste, un maire qui est En Marche ou qui peut être soutenu par En Marche. Je pense que ça correspond à l'ADN de notre mouvement. On a évidemment un enjeu important d'implantation. En 2016, la REM, ça n'existait pas. Bien sûr. Et donc, on a 2016, on est en 2020, ça fait 4 ans. Alors, on a un enjeu d'implantation, donc il faut qu'il y ait le plus possible de conseillers municipaux, évidemment de maires, qui soient des maires de la majorité présidentielle. Du coup, en cas de Bérésina, remaniement ou pas? Ça, c'est une décision qui appartient, comme vous le savez dans notre Constitution, au président de la République et au Premier ministre. Un mot sur la question de la radicalisation. C'est des questions laïcité, islam, des questions sur lesquelles Emmanuel Macron a toujours promis de s'exprimer et de prendre des décisions. On le voit à la une du journal du dimanche aujourd'hui, il cherche à prendre un certain nombre de mesures. On a aussi un cri d'alarme dans le journal du dimanche aujourd'hui de François Pupponi, le député, ancien maire de Sarcelles. Il raconte par exemple qu'une école confessionnelle clandestine prospère, tout simplement parce que comme elle n'est pas déclarée, l'administration estime qu'elle n'existe pas, et comme elle n'existe pas, on ne peut pas la fermer. Des situations ubuesques et qui perdurent sur le terrain. Vous avez pourtant dit que ça faisait partie de vos priorités. Comment c'est possible qu'à plus de la moitié du quinquennat, finalement, on n'ait toujours pas ces mesures? Et qu'on ait toujours des titres de presse où on dit « il réfléchit ». Alors, d'abord, je veux rétablir peut-être une vérité parce que depuis le début du quinquennat, on a eu l'occasion de présenter un certain nombre de mesures. Le Premier ministre, en février 2018, avait présenté un plan de lutte contre la radicalisation islamiste en particulier. Et donc, il y a des choses qui ont été faites. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font à bas bruit parce qu'il y a des moments où on a besoin d'une certaine forme de discrétion pour mener un certain nombre d'actions. Et vous le savez, Laurent Nunez et Christophe Castaner ont indiqué
qu'il y avait un certain nombre de quartiers dans lesquels des opérations... Une cartographie d'ailleurs a été faite. Une cartographie a été faite. Il y a aussi des actions qui ont été menées dans un certain nombre de quartiers où on pouvait constater du repli communautaire et donc ces actions ont permis de fermer des débits de boissons, de fermer des lieux de culte, le tout dans le cadre législatif existant. À la fois la loi sur le terrorisme. Est-ce que ça veut dire qu'on va se contenter du cadre législatif? Non, pas du tout. Peut-être qu'il suffit. Oui, alors ou est-ce que vous allez proposer des nouvelles mesures et quand? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le cadre législatif existant parce que vous vous appuyez sur le fait que vous pouvez faire des contrôles en matière par exemple, d'alimentation. Dans les lieux qui reçoivent du public, il y a aujourd'hui un cadre législatif. Des règles d'éducation. Où on peut faire un certain nombre de choses, notamment en matière éducative. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été Mais je vous empêchées. Cet exemple, Alors, je connais pas l'exemple en question, donc je me méfie toujours dans ce genre de circonstances. Mais on peut faire des choses, y compris, on est très attentif au sujet de la déscolarisation aussi. Quand vous avez des enfants qui avaient un parcours scolaire normal et puis qui sortent du parcours scolaire à un moment donné, on souhaite être très attentif à ce qu'il n'y ait pas de repli ni communautaire ni sectaire. C'est pour moi, vous le savez, un sujet qui est extrêmement important parce que si j'ai rejoint la communauté nationale, j'ai pas rejoint la communauté des gens issus du Sénégal en France. J'ai pas rejoint la communauté des gens issus du Togo en France. J'ai rejoint la communauté nationale, ses valeurs, ses règles, ses droits et ses devoirs. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et si dans notre devise, il y a un mot qu'on n'utilise pas assez, c'est celui de fraternité. Pour au fond dire que on peut avoir des origines diverses, mais que ce qui nous unit par-dessus tout, c'est la fraternité dans cette communauté nationale. Et on restera sur ces mots de fraternité. Merci Sibeth Ndiaye d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du gouvernement. Merci David Doucan, Emmanuel Le Chypre. L'actualité continue sur BFM TV dans un instant. C'est Affaires suivantes. Et pour ma part, je vous retrouve à 18h pour rien en même temps. Voilà.